Bonjour! Ça fait longtemps que vous m'aviez vu avec ce t-shirt-là. Hein? D'ailleurs, avant de me lancer dans une description aussi détaillée qu'approfondie de ce qui se sera donc avéré le putsch manqué par lequel Steve l'artiste charlant va donc avoir tenté de prendre le contrôle de la meute en usurpant la chefferie, puisque c'est justement le but de ce live, je commencerai par justement vous dire un mot ou deux à ce sujet. Alors ce t-shirt, imaginez-vous donc que ça fait 2 fois que je me le fais donner. Premièrement par Patrick Baudry et deuxièmement par Jean-Claude Deguise. J'estime donc, en toute humilité et bien honnêtement, avoir absolument le droit de le mettre si je veux. Et ce, à plus forte raison, considérant que la meute, en mon humble opinion encore là, c'est une organisation qui est désormais à toute fin pratique défunte, comme je crois l'avoir très bien démontré dans une vidéo que j'ai d'ailleurs intitulée La meute est morte, vive la meute, et dont je vais bien sûr vous remettre le lien en description. Mais de toute façon, si quelqu'un devait contester mon droit à le revêtir, ben, il y a juste à me contacter en privé puis à m'expliquer ses arguments en ce sens. Ça fait que là, autre petite annonce préalable. Je considère, bien franchement, avoir le droit et même le devoir de révéler ce que je vais vous révéler ce soir, puisque, en mon sens, c'est complètement et tout simplement l'intérêt public. En outre, pour ce qui est de la véracité de ce que je vais vous dire, au cas où vous n'aviez pas encore compris que moi, je ne suis pas un menteur, considérant, comparé notamment au principal intéressé là, dont je vais parler dans ce live-ci. Écoutez, en gros, si je devais me faire accuser de diffamation, j'aurais aucun mal à me défendre en cours. Là. Okay, on va dire ça de même, en fait, là, tant qu'à ça. Quant à le fameux argument, la fameuse notion selon laquelle oui, mais t'étais pas là dans le temps, première chose que je commencerai par dire, c'est que les notes que je vais essentiellement vous lire ce soir sont issues de plusieurs témoignages, à commencer bien sûr par celui de Sylvain Brouillette lui-même, tandis que ce témoignage aurait pu se voir corroboré par des échanges avec Jean-Claude Deguise, Myriam Boyer et Éric Proulx, qui se seront tous vus impliqués de près ou de loin dans les événements que je vais décrire, puisque ces personnes-là vont donc avoir siégé au sein même du Conseil de la meute à ce moment-là. Du reste, si on devait canceller, je veux dire, la validité de l'information qui peut être apportée par qui que ce soit qui n'était pas là à ce moment-là, ça reviendrait à saper à la base toute la notion même de journaliste d'investigation ou même d'historien. Okay? La notion même d'être un historien, c'est parce que là, fait que, parce que qui était là au temps de Jules César, là? Okay? Ça veut-tu dire que Jules César n'existait pas? Non, c'est ridicule. Fait que là, je sais que c'est des considérations qui rendent tout le monde, qui rendent bien des gens émotifs, salut Mélanie, émotifs ces choses-là, mais s'il y en a qui sont pour me sortir des niaiseries comme ça, je vous inviterais temporairement à mettre sur pause votre maladie mentale, quitte à la réactiver après ce dossier-là, une fois qu'il va être terminé. Okay? De toute façon, si quelqu'un devait encore le mettre en doute la validité de ce que je vais dire, qu'il me recontacte, qu'il me présente ses contre-arguments ou faits venant supposément invalider ce que je dis. Vous remarquerez d'ailleurs que ce vidéo se veut notamment une réponse à certaines allégations spécifiques ayant pu se voir formulées dans ce torchon-ci, et tandis que plus globalement, je vais me trouver à y répondre à la thèse générale qui est brossée, selon laquelle la meute ne serait qu'une opposition contrôlée. Alors au cas où vous n'aviez pas encore réalisé qu'en plus d'être un exploiteur, un arnaqueur et donc en d'autres termes un voleur, Steve l'artiste était aussi et toujours manifestement un menteur, eh bien disons en gros que c'est vraiment l'occasion ou jamais d'enfin le comprendre. Je vais donc sans plus attendre entrer dans le vif du sujet, soit, comme je le disais, dans le témoignage de Sylvain Brouillette.
qui a donc été le chef, porte-parole de la meute, pendant le dernier vrai chef et porte-parole de la meute, tant qu'à moi, là, et selon plusieurs aussi. Fait que ces informations-là que je vous dis, que je vais vous relater, ça provient essentiellement de messages vocaux qu'on a pu s'échanger, et puis que j'ai tout conservé anyway. Fait que, tu sais, ça serait dur après ça de prétendre que j'ai inventé quoi que ce soit. Là, okay? Là, on va commencer par un premier survol, okay? Parce que c'est comme une crise qui est un peu complexe. Fait qu'on va y aller en étudiant plusieurs dimensions séparées, une à la fois. Vous allez comprendre après de toute façon. Je commence. Le putsch de l'artiste. Okay, vous avez remarqué que essentiellement, je prends vraiment les paroles de Sylvain. Des fois, je les modifie un peu, au même titre que quand j'écris un texte de façon générale. Je vais faire ça aussi pour mes autres informateurs. Là. Mais ça ne change jamais l'esprit, ça ne change jamais la factualité. C'est juste là, des petites tournures de phrases. Okay, on s'entend? Bon. Je recommence. Le putsch de l'artiste a commencé à se faire au début du mois de mai 2018. Or, un mois avant, donc en début avril 2018, excusez, je lisais le message de Sébastien Chabot. Or, un mois avant, et donc en début avril 2018, je venais de recevoir un vote de confiance à pas moins de 100%. Pour donc ensuite me faire crisser dehors, de par le putsch lui-même, sans même avoir pu le voir venir. Alors que dans le cas du faux putsch de Patrick Baudry, c'était tout le contraire, puisque nous avions tout fait pour qu'il puisse se préparer à ce qui s'en venait. D'ailleurs, j'espère un jour avoir l'occasion de vous relater aussi cet autre passage complètement clé de l'histoire de la meute. On va commencer par laisser passer ce gros morceau-là que je vous livre ce soir, là, et après ça, on verra dans le temps comme dans le temps. J'étais donc d'autant moins à même de le voir venir, okay, je reprends avec les paroles de Sylvain, okay, de le voir venir le putsch, hein, que j'étais alors en pleine séparation, c'est comme si c'était Sylvain qui parlait à travers ma bouche finalement, en pleine séparation avec ma femme, avec laquelle j'avais été en couple pendant pas moins de 35 ans, et qui venait tout juste de partir avec ma maison. Petite parenthèse, c'est Charles Lévy qui reprend la parole. Si je me souviens bien, parce que là, ça fait beaucoup de messages vocaux, là, mais qu'il m'avait envoyé, mais Sylvain était alors pris pour rester dans une roulotte sur le terrain d'un ami et il était juste pour pouvoir se doucher comme du monde. Je redonne la parole à Sylvain. Ils ont donc profité du fait que j'étais à terre pour me poignarder dans le dos en commençant à fomenter contre moi et plus exactement à monter l'exécutif contre moi. Là, on va parler une petite seconde de certains Will auxquels Steve fait également référence dans son livre. OK? Salut Slam Pop, salut Akuna Matata. Ce Will-là, qui était manifestement à coquiner avec Steve, s'est donc mis à me étant Sylvain, poser des questions par téléphone, mais comme un gars qui savait exactement ce qu'il voulait me faire dire, tandis qu'il prenait soin d'enregistrer nos conversations pour ensuite en prendre juste des bouts pour faire des montages avec ça, afin de revirer mes paroles contre moi en me faisant dire des choses que je n'avais jamais dites, assez exactement comme les journalistes savent donc si bien le faire. Le point crucial de ces échanges s'est arrêté lorsqu'il m'a demandé de présenter la comptabilité de la meute, ce à quoi j'ai répondu « Ben là, c'est parce que je suis en retard de 6 mois dans mes papiers. » Donc, en voulant dire, ça vaut pas la peine de te présenter, c'est tout croche, ça veut rien dire. OK, mais l'exécutif veut les voir pareil. Ben, qui mange la barbe. OK, vous comprenez, je fais comme des tirets, là, tu sais, c'est comme un petit dialogue dans un livre. Là. Quand il a dit ça, qui mange la barbe, c'était que je reprends la parole de Sylvain, là, qui se justifie comme suit. Ce n'était pourtant bien sûr qu'une simple façon de parler. Le fait étant, surtout qu'à ce moment-là, ma vraie priorité, c'était plutôt de me trouver un logement, on s'entend dessus, et donc un toit sur la tête, ainsi que de savoir comment payer mon avocat, puisque mon niveau d'implication pour la meute avait également eu pour effet de me faire perdre ce gagne-pain qui avait été pour moi le garage que j'avais géré jusque-là pendant des années. De plus, à un niveau plus personnel ou psychologique, j'étais vraiment affecté de tout ce que je pouvais donc vivre à ce moment-là. Le moins qu'on puisse dire est que la meute aura donc trouvé une drôle de façon de me supporter dans cette période-là, alors même que c'était pratiquement par sacrifice envers elle que je venais ici de pratiquement tout perdre, notamment ma femme et ma job. OK, maintenant, on va parler
on va se pencher plus spécifiquement sur la manœuvre, ou plus exactement sur la déloyauté d'un certain Stéphane Roch, par laquelle celui-ci va donc avoir attribué à Sylvain des torts financiers qu'il n'aurait même pas possiblement pu connaître. Je redonne la parole à Sylvain. Excusez, je regarde les messages, là, on est tout tanné. Je ne répondrai pas pour autant, vraiment. OK, donc, suite à l'expérience que j'avais pu avoir avec Patrick Baudry, expérience que là, je n'ai pas le temps de vous relater ici, mais vous en comprendrez sûrement l'essentiel, ne serait-ce que de par les bouts que je peux en sortir ici et là. Une fois que je suis devenu le chef de la meute, c'est Sylvain qui parle, j'ai décidé de ne juste pas accepter aucun don en argent. Vous allez voir tout de suite, d'autant plus clairement le contraste entre Sylvain et Steve. Là. À la place de ça, ce que je disais au monde qui voulait faire des donations, c'est non, fais-le sur le site de la meute pour que ça tombe sur le compte PayPal et que ça laisse des traces afin que tout soit clair et transparent. Encore là, l'inverse de Steve. Puis moi, bien souvent, je payais mes dépenses à même mon compte de compagnie. J'achetais des affaires pour la meute puis je facturais au prix courant. Là, moi, que je parle plus tellement beaucoup avec Sylvain ce temps-ci, pour différentes raisons, notamment celui qui a perdu, je sais pas, on dirait qu'il a perdu son compte Facebook ou il semblait être inexistant ou inopérant ou peu importe. Mais j'ai jamais trop compris l'idée de transiger comme ça par son compte de compagnie. Puis vous allez voir, pour moi, c'est clair que c'est aucune masse à alléguer sérieusement que c'est pour des raisons d'arnaque, là, mais en tout cas, c'est des genres de spécifications que j'aimerais bien avoir éventuellement, mais dans le moment, je ne sais pas. Si quelqu'un peut répondre à ça, Sébastien ou d'autres, gênez-vous pas. Par souci de transparence, je reprends la parole de Sylvain, je ne me remboursais jamais mes dépenses directement et donc à moi-même. Je faisais plutôt le transfert à Stéphane et c'était alors marqué remboursement. Puis Stéphane me remboursait puisque je voulais justement que tout soit ainsi chiffré et inscrit et qu'il le sache. T'sais, même si je dis que je comprends pas, vite de même, je comprends quand même un petit peu parce que des fois, je veux dire, pour avoir fait certaines choses dans ma vie, tu vas payer avec ta carte, puis ensuite tu vas te faire rembourser. Vous voyez le principe. Fait jusqu'ici, on a déjà vu pire. Puis c'est rare que tu as une carte, mettons, une carte crédit de la meute là, dans la vie. Là, fait que je pense que c'est aussi simple que ça le principe. Hein? Bon. Donc, je répète, hein, c'est Stéphane qui me remboursait puisque je voulais justement que tout soit chiffré et inscrit et qu'il le sache. Or, cet hostie-là, c'est pas moi qui dis, c'est Stéphane. Il s'en est allé dire à tout le monde qu'il n'était pas au courant et que c'était juste moi qui avais accès au compte. Puis que c'était juste moi qui gérais ça, alors même qu'il savait exactement, et d'ailleurs mieux que quiconque, combien d'argent il pouvait y avoir dans le compte, puis quelles dépenses j'avais pu me rembourser. Et avec facture à l'appui, puisque c'était précisément lui qui me repayait. Donc, plus crosseur que ça, tu meurs, comme il l'a dit si bien. Et pourquoi qu'il était menteur de même et qu'il a essayé de me faire passer pour un crosseur alors que c'était lui-même qui l'était? Ben, tu sais, sans le dire dans son témoignage, sans le dire directement, on s'entend que Sylvain il fait alors directement référence à la notion de gaslighting et d'inversion accusatoire. Tu comprends? Donc, on sait que c'est tellement typique de tous les mauvais de ce monde, à commencer par le gouvernement, les journalistes, puis la DPJ, genre. N'est-ce pas? Mais, tu sais, quand tu es condamné d'avance, ben, c'est ça que ça donne. Il disait qu'il avait une enveloppe avec des preuves écrites, mais si bol, il les a jamais ouvertes, les maudites enveloppes. Puis ça, j'en ai entendu, j'ai parlé par je sais pas combien de personnes, tu sais, qui se promenaient en réunion avec « J'ai des enveloppes, j'ai des preuves. » Tu sais, mais il les a jamais ouvertes, il faut le faire pareil. JC, donc Jean-Claude Deguise, le sait, je lui ai donné tous les chiffres. Mais en raison de ce qui avait pu se passer avec Patrick, les gens ont cru Stéphane sur parole. Or, moi, dans mon cas, en plus de n'avoir été aucunement averti ou prévenu de ce qui m'était arrivé, personne ne m'a davantage appelé pour avoir ma version. On va parler 2 secondes de Stéphane Roch, ou plutôt de ce que Sylvain pouvait avoir à dire sur lui. Je rouvre la parenthèse, les braquettes pour laisser parler Sylvain. Stéphane, je ne sais pas c'est qui ce gars-là dans le fond. Ce qu'Éric Proulx a pensé de moi, donc j'étais un infiltré, en position contrôlée, un agent de la GRC, ben moi je l'ai pensé de lui. Surtout qu'à un moment donné, il se confiait et m'a dit, alors dit des choses comme le fait qu'il était chum avec des ministres libéraux, provinciaux et fédéraux, ce qui déjà m'avait mis un peu à l'oreille. Puis une fois, il m'a même dit qu'il était chum avec un gars dans la GRC. Me semble que ça sent pas bon.
J'ai jamais su si c'était juste un gros épais ou un manipulateur de la pire espèce, mais si une chose est sûre, c'est que l'argent, lui, ça le fatiguait, même qu'on pouvait pratiquement dire qu'il pensait rien qu'à ça. D'ailleurs, dans le cas de la situation qu'on avait vécue avec Patrick Baudry, il était le premier à dire que ce dernier, Stéphane, était le premier à dire que Patrick, finalement, renait pratiquement la meute comme sa compagnie et faisait ainsi de l'argent sur notre dos. Or, il n'était évidemment pas le seul à l'avoir vu ou à l'avoir compris, mais à ce moment-là, ça pouvait quand même bien faire, donc à l'époque de Patrick Baudry, d'avoir quelqu'un qui prenait plus clairement et systématiquement cet angle d'approche-là, parce que c'était quand même fondé, autrement dit. Mais même là, à un moment donné, j'ai pas eu le choix de faire un live avec lui pour m'assurer ainsi qu'il ne dise pas de niaiserie, puisqu'il tendait à aller jusqu'à publiquement accuser Patrick de vol, ce que je n'ai jamais accepté ni toléré. Fait que pour ceux qui pensent que Sylvain qui a fait un putsch contre Patrick ou qui a dit toutes sortes de conneries envers lui, non, en gros. Sauf que dans mon cas, de m'accuser que je prenais de l'argent, c'est n'importe quoi, tout comme le fait qu'il prétendait avoir des papiers qu'il prouvait, on l'a dit tantôt, et qu'il n'a d'ailleurs jamais montré, de telle sorte que tout le monde l'a cru, sans preuve, en ne se basant donc sur la parole que d'un seul gars. L'artiste, on va commencer à parler un peu. Ou plutôt, je vais recommencer à dire qu'est-ce que Sylvain a pu me dire à ce sujet-là, parce que moi je le questionnais, bien sûr. Étant avide d'informations comme je le suis toujours. Donc, ce que Sylvain me disait à propos de l'artiste, c'est que je ne le connaissais pas avant qu'il arrive dans la meute. Ce que je savais, c'est que c'était le colloque sur le colloque de Jean-Claude de Guise, et qu'à ce moment-là, il était sur le BS, et surtout qu'il était alors célibataire, donc ça c'était jusqu'à ce qu'il rentre en couple avec Carole Lalouf. Donc, il était célibataire. En gros, il était célibataire et sur le BS. Puis, il décrit comme quelqu'un d'intelligence moyenne, mais avec un grand cœur. Pour ensuite enchaîner en disant que ça prend toutes sortes de monde dans la société. J'avais besoin de tout le monde, et tout le monde avait sa place dans la meute, surtout parce qu'il faut savoir apprécier les efforts de tous. Tous les jobs étaient importants, même ceux qu'on voit moins. Il y avait ici beaucoup de gens dans la meute qui travaillaient dans l'ombre, puis c'était comme une grande famille. T'sais. Or, le job, la spécialité et l'utilité particulière de Steve, c'était que, évidemment, ses qualités en tant assez uniques en tant qu'orateur, et surtout le fait qu'il était alors capable d'aller toucher des points sensibles au niveau de toute une certaine frange de la population. Je ferai ici le lien avec un post que j'ai moi-même fait tantôt, là je mettrai le lien dans la description, et où je fais appel à Jean-Martin Blanchette et Kevin Big-Grenier, qui sont eux aussi d'excellents orateurs, probablement bien meilleurs que moi. Je ne suis pas forcément si dur à battre à ce niveau-là non plus. Puis, tu sais, j'en profiterais pour... je sais pas, je sais pas si vous avez déjà réalisé à quel point c'est une grosse dérive de l'histoire moderne, et notamment au sein des démocraties occidentales, de donner autant de place aux orateurs. Un des meilleurs exemples était Adolf Hitler. Tu comprends? C'était d'abord et avant tout... sa spécialité, c'était les discours. C'était aussi un visionnaire. Mais de là à dire que c'était un bon chef d'État, c'est un porte-parole puis un chef, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment distinguer. Et c'est pour ça que moi, je trouve que là, moi, comme chef de parti du Parti libertarien, je suis complètement à ma place. Mais oui, ça prendrait des excellents orateurs pour véhiculer, pour diffuser ce message-là à monsieur et madame tout le monde, parce que, visiblement, ça, moi, je ne l'aime pas mal moins, mettons. C'est un peu la même chose au niveau de Sylvain et même Patrick, là, de ce que j'en comprends. Fait que Steve, lui, il allait chercher plus on va dire, des gens de la base, on va dire. Et à cette époque-là, je reprends les termes de Sylvain, oui, il aimait ça avoir de l'attention, sauf que c'était pour lui plus une sorte de gagne-pain. Et en ce sens-là, il méritait d'autant plus pleinement son surnom de l'artiste. C'est un artiste, c'est un poète, c'est un showman, c'est un vidéaste. Ça, personne ne lui enlève ça. Il était alors véritablement à sa place et il était d'ailleurs super smart. Fait que d'ailleurs, son trip, c'est de partir avec une caméra, puis faire des interviews, puis faire du social. Je ne sais pas si vous voyez qu'à ce moment-là, une chose qui transpire de ce qui pouvait être l'attitude de Steve, ça en était une qui manifestement impliquait une certaine humilité. Il ne se prenait donc justement pas encore pour un autre. Mais est-ce que c'est justement le succès qu'il a pu avoir en tant que showman et orateur et l'ascension relativement rapide qui a ainsi pu commettre au sein de la meute? Est-ce que c'est donc tout ça qui aurait pu finir par lui monter à la tête?
Ou encore, puisque c'est un peu l'hypothèse de Sylvain, que ce soit même le fait de s'être retrouvé être en couple avec Carole Tardif, qui semblait, de ce qu'on peut en comprendre, dire des fois des phrases du genre, ou même des idées dans la tête du genre, ton potentiel est grand, t'es capable de bien plus que ça, c'est à toi que ce serait censé revenir d'être le chef de la meute. Mais tout ça, je veux dire, moi, j'ai pas de preuve de ça, évidemment, comme de bien des choses. Mais tu sais, ça, je veux dire, de toute façon, ça, c'était l'opinion de Sylvain. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un pattern qu'on va avoir vu combien de fois, je veux dire, notamment au niveau des artistes, tu sais, que celui par lequel le succès finit par leur monter à la tête. Tu sais. Déclenchement du processus du putsch. OK. Alors, une couple de jours avant le putsch, la chef du clan de Drummondville, ni moi ni Sylvain, ça se souvient de son nom, m'a appelé, là, c'est Sylvain qui reprend la parole, pour me dire ouais, ben, tu sais, on voudrait faire tel événement et pour ça, on aimerait bien avoir du stock. C'est à quoi Sylvain a répondu ben, si tu veux du stock, il va falloir que tu viennes le chercher parce que moi, j'ai pas le temps d'aller là, à Drummondville. Tout. OK, mais en passant, justement, le stock de la boutique, tu sais, avec ta séparation, tu n'as peut-être juste pas le temps vraiment hein, de t'en occuper juste de tout ça. Justement, alors, dans le fond, ben, on n'a rien qu'à s'en occuper, nous autres. Ouais, ben merci, mais en gros, non. Et pour ceux qui ont connu Sylvain de plus près, vous aurez sûrement remarqué que non, c'est un mot qui n'a aucun problème à dire, même qu'il semble avoir un certain plaisir à te le dire. C'est comme non. Je m'en fous, autrement dit, de tes arguments. Fait qu'à un moment donné, Sylvain, c'est Sylvain qui parle, là, elle m'appelle le 23 juin et elle me dit ouais, ben là, le 23 juin, elle me dit ça serait pour la partie de la Saint-Jean, donc à cette dernière minute. Merci, on s'entend. Tellement que je pense qu'il y a un peu de confusion dans les dates, il faudra vérifier ça à un moment donné, mais bon. Puis regarde, on s'en vient, on ramasse tout le stock. Salut Anne. Tout le stock de la boutique, puis tu vas voir, on va t'en vendre du stock. C'est à quoi Sylvain répond ben non, il n'y en est pas question. Tu as juste à me passer une commande comme tous les autres clans, puis à venir chercher ton stock, puis le payer, puis that's it. C'est comme ça que ça marche. Sauf que là, j'ai remarqué qu'elle était frustrée, ben raide et choquée noire. Puis c'est donc à partir de là que j'ai commencé à me douter qu'il se passait de quoi. Clairement, eux autres, ils avaient essayé de ramasser la boutique avant de me crisser dehors. Comme ça, en faisant ça ici, ils auraient eu le contrôle total. Mais c'est juste que ça n'a pas marché. Comment s'est orchestré le putsch en tant que tel? Suite à cet entretien téléphonique-là, la chef du clan de Drummondville a parlé aux membres du conseil pour leur proposer que Sylvain soit tassé le temps qu'il puisse régler ses affaires personnelles. Et ils ont alors trouvé que ça faisait justement bien du bon sens. Surtout que c'est bien rare au Québec qu'on va contredire le principe d'éjecter un chef pour y voler sa business, parce que c'est pas mal juste ça que ça sait faire les Québécois. Comme ça, on le voit en ce moment justement. Alors, comme le disait Sylvain, quand je me suis levé le lendemain, je n'étais plus dans la meute. Il faut comprendre que la meute, à ce moment-là, et encore maintenant, d'après ce que j'en comprends, c'est essentiellement un groupe Facebook privé. Donc, tout ça va être passé en une nuit. J'ai été mis dehors tout d'un coup sans raison et en n'ayant plus accès à rien. Ils m'auront jamais parlé ni averti de rien. Tout ce que j'ai su, c'est que quand je suis arrivé le matin pour voir ce qui se passait dans la meute, j'étais juste plus capable de me loguer. Il y avait juste la meute publique dont ils n'avaient pas été capables de me sortir, puisque c'est moi qui avais créé ce groupe Facebook-là, de telle sorte que c'était moi qui en étais encore l'administrateur principal. Puis heureusement, puisque c'est comme ça que j'ai réussi à me défendre. Parce qu'ayant donc été bloqué sur le vrai groupe Facebook de la meute, je ne pouvais pas voir ce qui était publié, puis je pouvais donc pas m'expliquer. Ça fait qu'ils avaient le beau jeu de dire tout ce qu'ils voulaient, et plus exactement de dire toutes sortes d'affaires, puis en fait d'écœuranteries sur moi, mais qui étaient évidemment pas vraies. Sauf que moi, parallèlement à ça, j'avais plein de membres de la meute qui m'étaient restés fidèles et qui m'envoyaient des screenshots de la publication auxquels je m'en allais ensuite répondre sur la meute publique. Ça fait qu'eux, ils n'aimaient pas ça, parce que ça venait défaire toute leur affaire, surtout que les membres n'étaient pas caves. Ils voyaient bien les différences entre les deux versions, entre les deux témoignages, puis surtout la différence de crédibilité. Ils voyaient bien que ce que disait Sylvain pour ça justifier, ça faisait bien plus de sens que les menteries à Steve. Il y a sa gang. Le pire, c'est que, c'est Sylvain qui reprend la parole, quand je publiais des choses sur la meute publique pour me défendre, certains allaient ensuite republier ça sur l'autre groupe Facebook, donc la meute privée, le groupe principal. Puis quand elle voyait ça, la grosse de Drummond, elle les mettait dehors, puis elle effaçait leurs commentaires. On s'entend-tu que ça, c'est vrai que c'était de la dictature?
Mais comme on peut le voir, pour tous me parler dans le dos, ça, il était bien bon. Sauf qu'ils avaient tous bien peur que je leur réponde et disaient ainsi la vérité en rétablissant les faits, par exemple. Parce que, de toute façon, si au moins c'était vrai, toutes leurs accusations, on s'entend-tu que j'aurais juste pris mon trou, puis que j'aurais marché droit. Je sais pas si vous voyez transparaître le principe que non seulement Sylvain, c'est toujours un gars honnête, mais c'est honnête comme j'en ai rarement, puis drette comme j'en ai rarement jamais, que j'en ai rarement vu. Et je vous dirais même, peut-être probablement un peu trop stiff puis straight, un peu trop sur tout, mais ça c'est ma petite opinion personnelle, mais tu sais, en voulant dire, si on veut y reprocher quelque chose, il faudrait que ça soit logique, puis ça sera, faudrait que ça soit autre chose que ça, là, tu sais. L'échec du putsch. Sur le coup, ça avait quand même l'air bien parti pour marcher, leur affaire, puisqu'à peu près tout le monde était parti avec lui, là. Et c'est notamment ça qu'on a pu. C'est notamment ce qu'on a pu voir à la Saint-Jean 2018, où est-ce qu'ils étaient tellement convaincus qu'ils ont tous brûlé leur patch de la meute, comme on va le voir dans quelques minutes. Sauf qu'assez rapidement, il y a deux choses qui se sont produites. Premièrement, Jean-Claude de Guise est entré en action et en intervenant auprès du Conseil, surtout que lui, il les avait vus, les chiffres, et il avait tout de suite compris qu'il n'y avait absolument rien de croche dans la gestion de Sylvain et que les accusations à son endroit n'avaient pas le moindre fondement. D'après ce que j'en comprends, voici d'ailleurs essentiellement la reproche qui, à mon sens, devrait revêtir une sorte de caractère historique en faisant une sorte de citation, la reproche qui a alors pu leur adresser. Vous avez, là c'est Jean-Claude qui parle, vous avez pendu, on dirait une pièce de théâtre, vous avez pendu Brouillette au pilori sur de fausses accusations. Il n'y avait absolument rien de vrai dans ce que l'artiste disait. Vous avez scrappé la meute en vous fiant sur des choses qui étaient absolument fausses, et tout ça juste pour vous en aller suivre un esti de gourou sur le BS. Je t'ai cassé. Plutôt, Jean-Claude, t'as cassé. L'autre affaire qui s'est passée, c'est en fait au niveau du groupe et donc des membres eux-mêmes. Puisque il se trouve que les gens, c'est Sylvain qui prend le micro, me connaissaient en fait très bien, puisque ça fait déjà 3 ans que j'étais porte-parole de la meute et 1 an que j'étais dans le conseil. L'artiste pensait que tout allait se passer comme il voulait, du moment où il aurait réussi à mettre l'exécutif de son bord. Sauf qu'assez rapidement, ce qui a fini par se passer à la place, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus écœurer l'artiste en privé sur Messenger, toutes les façons possiblement imaginables, pour lui reprocher ce qu'il avait fait, puis lui sommer d'arrêter son niaisage, puis son espèce de tentative d'usurpation. De telle sorte qu'à un moment donné, Steve a lui-même fini par contacter Sylvain pour lui dire, autre citation historique, « Dis à tes loups de me sacrer la paix. » Ce à quoi Sylvain a répondu de la façon suivante. « Tu pensais que tu étais le chef, mais tu ne l'étais pas. Alors ce qui s'est passé, c'est que les membres de la meute t'ont tout simplement remis à ta place. Autrement dit, tu as voulu te prendre pour le chef, mais tu ne l'es pas, puis tu ne le seras jamais. » L'artiste m'a ensuite bloqué. C'est Sylvain qui parle, là. Sauf qu'en voyant tout ça, il a quand même assez vite fini par comprendre que c'était effectivement pas lui le boss. D'ailleurs, quand j'ai repris le contrôle du site, j'ai fait un sondage qui est devenu un vote de confiance afin de savoir si vous voulez toujours que je sois votre chef. Et là, il y a 1100 personnes qui ont répondu et le résultat, c'était à 99%, à 98% oui. D'ailleurs, parmi les membres de la meute, c'était vraiment pas tout le monde qui aimait l'artiste. Plusieurs trouvaient qu'il avait juste l'air d'un crotté. Et en fait, ceux qui l'aimaient, c'était pas mal ce que Sylvain appelait la meute profonde. Je vous laisse déterminer un peu par vous-même qu'est-ce que ça veut dire, mais tu sais, on va dire, je sais pas, on pourrait dire qu'il y a comme des niveaux d'élévation de, je sais pas moi, de quotient intellectuel, de connaissances générales, de culture. C'était pas ceux qui suivaient Steve, puis qui l'ont suivi aussi au sein des Farfadets, c'était peut-être pas ceux qui sont au top de la pyramide, mettons. À partir de là, comme pour reprendre les thèmes de Sylvain, j'ai commencé à reprendre le contrôle. Son putsch n'a donc pas marché. J'ai rapidement été réadmis sur le groupe privé de la meute, tout en y étant bien sûr remis comme administrateur. Et à partir de là, j'ai pu commencer à reprendre le contrôle, tandis que de toute façon, tous les principaux protagonistes du putsch se sont en fait retirés d'eux-mêmes. Par la suite, j'ai continué à tenir ça à bout de bras, mais le cœur n'y était plus, j'avais plus d'intérêt. J'ai donc toffé pendant peut-être 3 ans en attendant que quelqu'un prenne la relève.
Je voulais pas que ça tombe parce que j'avais fait une promesse à Eric Venn, mais c'était vrai que j'avais hâte que quelqu'un reprenne le flambeau, par exemple, comme Jean-Claude aura justement pu finir par le faire. Les conséquences financières du putsch. Avant que... ah oui, mais puis aussi, il y a une autre affaire que je voulais vous dire, c'est que, avant qu'on passe à ça, c'est au niveau du brûlage de veste, c'est que une des choses que l'artiste a fini par comprendre, c'est que de toute façon, il ne pouvait pas faire qu'est-ce qu'il voulait avec les effigies de la meute parce que c'était, je veux dire, en termes de droit d'auteur, là, puis le logo, c'est vraiment quelque chose qui appartenait au départ à Eric Venn, puis que Eric Venn avait transféré à Sylvain Brouillette. D'ailleurs, même au moment où on se parle, c'est bien juste, c'est pas encore Sylvain lui-même qui a ses droits d'utilisation du logo en tant que tel. Fait que si, et comme c'est manifestement le cas, Steve ne voulait, comme d'habitude, que faire du cash avec ça, ben il n'aurait pas pu. Fait que là, ça a dû être un petit peu étonnant pour lui, puis de telle sorte qu'il a bien pu, après ça, vouloir jeter l'éponge, et puis inciter tout le monde à en faire de même en brûlant les vestes de la meute, comme on peut le voir dans le vidéo suivant, à la Saint-Jean 2018. Je vais évidemment vous en mettre le lien dans la description. Ici, c'est Steve. Pour ceux qui n'avaient pas encore vu cette vidéo. C'est Steve qui parle. C'est nous, la meute. Respect au RC. Ça, c'est ton club, mon gars. Intégrité. Intégrité. Heure caca. Faut le faire. C'est-tu lâche, dégradant, poche, ce que tu veux. On n'a rien à faire à brûler des vestes de la meute. Principe, là. De toute façon, je ne resterai pas trop ici parce que j'ai des problèmes de connexion, manifestement. Fait que, reprenons où nous en étions, surtout plus spécifiquement au niveau des conséquences financières et dues tout particulièrement à la destruction, enfin, ou à subtilisation ou à la disparition de plein de stocks. Les vestes de la meute n'en étant qu'un exemple parmi... je vous ai qu'à la pointe d'iceberg, là, tu sais. Alors, avant que tout ça se produise, il y en avait pour à peu près 10 000 $ d'actifs au niveau de la boutique de la meute. Alors, pendant la période du putsch, il y a beaucoup de clans qui se sont mis à commander beaucoup de stocks. Un peu comme la chef de Drummond avait commencé à le faire. Donc, il y en avait pour environ 3 500 $ de comptes recevables qu'ils ont tous. Là, mes notes ne sont pas claires. Mais, il faudrait que je fasse des petites recherches là-dessus. Mais ce qui est sûr, donc, c'est qu'il n'est pas resté une scène de ça. Tout est disparu. Puis il y avait même un gazebo de la meute qui avait été payé 600 $ qui flashait au bout, qui était super beau, puis personne ne sait où est-ce qu'il est en ce moment. Fait que, vous comprenez le principe, c'était-tu un acte de destruction délibérée de la meute? On vide la boutique, puis on disperse ça, ou c'était-tu encore là un but de faire de l'argent, comme une gang de loups, justement, ou de hyènes qui se disputent le morceau, puis qui veulent tout avoir le recouvert de leur bord, puis avoir leur point de la tarte. Peut-être, en tout cas, anyway, ce qui est sûr, c'est ça, c'est que tout a été dilapidé, finalement. Fait que le moins qu'on puisse dire, c'est que, pour redonner la parole à Sylvain, ceux qui m'accusaient d'avoir fait de l'argent avec la meute étaient dans le champ pas à peu près. Surtout que, là c'est moi qui parle, premièrement, on peut voir là une instance particulièrement éclatante de gaslighting et d'inversion accusatoire. Tu sais, il faut le faire. Il accuse le gars le plus propre de l'organisation d'être un ci puis un ça, puis tu sais, d'être animé d'intentions malhonnêtes, notamment sur le plan financier, mais c'est eux autres qui dilapident tout le stock et qui se mettent de l'argent dans les poches. Deuxièmement, c'est Sylvain qui reprend son argumentaire classique, il dit, pour le rappeler, je ne me suis jamais remboursé de dépenses personnelles. Tout ce qu'il y a eu, c'est des achats que j'ai faits. Mettons, s'il achetait pour 500, bien, il se remboursait pour 500, et même, avec même pas de frais d'administration. Puis comme il dit, ben, c'était normal quand même que je me les rembourse. Je ne suis pas la Banque nationale, je n'avais pas à financer la meute avec ma compagnie. Les conséquences ultimes, donc, outre que financières, ça a pris
ça a pris peut-être 3 ou même 4 ans avant qu'à peu près tout le monde finisse par avoir la confirmation qu'il y avait juste rien de vrai dans ce que tout l'artiste avait pu dire, tout ce que l'artiste avait pu dire, et qu'en d'autres termes, ils s'étaient tous fait fourrer. Donc, les gens s'en sont rendus compte, tant bien que mal, puis malgré tout le temps que ça a pu prendre, c'était qui l'artiste, puis qui ont été trompés. Mais de un, c'était trop tard, puis de deux, ben là, il était gêné, là, il ne voulait pas perdre la face, surtout qu'il avait tellement traité Sylvain de tous les noms, sans aucune preuve. Et pour permettre à Sylvain de conclure ça avec ses propres termes, encore là, ils ont réussi à faire tomber la meute pareil, tellement qu'ils ont réussi à mettre le doute dans l'exécutif. Une chose est sûre, ça ne pourra jamais se reformer une équipe comme on pouvait en avoir à l'époque. Et tout ça, c'est assez pour être écœuré de l'humanité. C'est pas pour rien qu'après ça, je me suis dit, mangez tout de la merde. Bon. Là, ce qu'on va faire, avant de donner la parole à un autre informateur, dont je vais taire le nom, par politesse, puis parce que j'ai pas demandé la permission, mais au pire du pire, je le dévoilerai bien éventuellement, peut-être. C'est quelqu'un qui est dans la garde de la meute, puis qui me regarde en ce moment. Pas très subtil, mais bon. Et ce qu'il va dire, cette personne-là, qui est encore maintenant donc impliquée dans la meute, finalement, dans ce qui peut en rester du moins, ça, non seulement ça tient lieu de réponse aux allégations de Steve Lartis, comme je vais vous le lire là, mais ça revient surtout à complètement les virer de bord et à montrer que c'est du grand n'importe quoi, comme on a rarement vu ça. Okay? Alors, allons-y gaiement. Voici donc le fameux passage en question dans le livre. OK? Ma première implication a été d'aller à la réunion de restructuration du clan 15 Laurentide, mon clan. Ils cherchaient un chef de clan, on m'a proposé ce poste, je me suis donc présenté, malheureusement leur job de division, que je ne comprenais pas à l'époque, a commencé d'être là. Ils ont nommé 2 chefs de clan, ils prétendent ça. Moi, pour mon charisme, pardon, puis un autre gars pour son ancienneté. 2 coqs, ça ne va pas dans le même poulailler, alors ça a vite été tendu entre nous. Je suis pour que tout le monde prenne sa place, mais vu mes talents, ben oui, parce qu'il y a des notes... Parce qu'il ne se prend tellement pas pour un autre d'abord, ma place prend beaucoup de place. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais les autres, oui. Oui, mais les autres, oui. Bon, puis dernier paragraphe ici. Selon la situation, je l'ai vécu partout, puisqu'ils ont toujours cherché les ambiguïtés pour diviser et empêcher l'augmentation exponentielle de l'union des membres. Comme nommer 2 chefs de clan. La marde a pogné, l'autre s'est accroché à sa chaise de chef sans faire la job. Moi, j'ai quitté mon poste. Des membres se plaignaient de la fumée de cigarettes dans les réunions. Étant moi-même fumeur, j'ai quand même du respect. Et au nom de l'importance des membres, c'est mal formulé ça, j'ai demandé à ce qu'on fume dehors. Balbuzard, c'est qui ce Balbuzard? Ça arrive, ça sort de même, ce nom-là, qui est évidemment fictif, là. Vous allez voir à quel point tantôt, nous a dit, les réunions sont chez nous, puis on va fumer si on veut. J'ai donc proposé des réunions ailleurs. Ça a fonctionné. Puis Balbuzard m'a mis des bâtons dans les roues. D'ailleurs, ce Balbuzard est un mangeur de marde de diviseur professionnel. C'est un de ceux avec qui j'ai eu du trouble, un rat qui te sourit d'en face et qui travaille dans l'ombre pour te nuire. C'est pas de la projection, je suppose. Ça. Après ma sortie, je ne suis pas capable d'écrire sortie ni de là, comme il faut. Il faut qu'il dise sortie, pas de E, puis de la meute de même. En 2019, j'ai fait ma petite recherche à 2 cents, évidemment. Balbuzard est un vétéran du service de renseignement de l'armée canadienne. Or, les vétérans n'ont pas le droit de faire partie d'un groupe comme la meute sous menace de se faire couper leur pension, mais Balbuzard s'affichait ouvertement. T'en comprends-tu? Continue, tu vas comprendre. Bon, OK. Ça fait que... Voici les réponses de mon cher informateur de la meute. Il me dit... c'est loufoque son affaire. La personne qui gérait le clan 15, celui des Laurentides, c'était en fait Mélanie Brisson. L'autre personne étant Stéphane Roch, or lui non plus n'est pas militaire puis il ne gérait rien. Je suis pas sûr de comprendre cette phrase-là, là. Parce que là, Stéphane Roch, on s'entend, il n'était pas gestionnaire du clan 15, puis il n'est pas militaire. Peut-être que là,
mon informateur cherchait à comprendre c'était qui le vétéran de l'armée, surtout. Là. En tout cas, anyway, au pire, on clarifiera les détails plus tard. Donc, on revient au clan 15. Et voici comment mon informateur continue son texte. Il dit déjà, c'était Carole. Excusez, là, j'ai. Des fois, mais mon texte, là, j'ai des petits problèmes avec. Parce que dans le fond, là, c'était la question de voir qui pouvait. Ok, c'est ça. Bon, excusez, ça prend un peu de temps. Là. Alors, mon informateur, il a demandé à d'autres, il y a d'autres membres ou ex-membres de la meute, qui d'autres se trouvaient à gérer pour essayer de faire du sens avec les estifiés de parole de Steve là, qui ne se tiennent pas debout. Là. Donc, il se trouvait à gérer le fameux clan 15 et notamment recevoir donc des membres avec ou sans moto. OK? Donc, c'est parce que, tu sais, vu que non seulement il ment, mais qu'il en invente littéralement, tu sais, des balbuzards, des vétérans de l'armée, puis des deuxièmes chefs de clan. Il faut comme essayer de faire des grosses recherches approfondies pour essayer de comprendre, mais à quoi qui peut bien faire référence, puis de qui peut bien vouloir parler. Fait que là, on dit, OK, il faut faire une enquête quasiment là-dessus. Fait que là, tu te dis, ben, OK. Fait que là, qui se mêlait du clan 15 à part Mélissa Brisson? Ben, c'était justement Steve et Carole, oui, principalement, surtout que Carole avait donc déjà commencé à influencer Steve au niveau de la gestion des clans. Ce qui montre que déjà, en fait, il y avait une intention puis un début de concertation au niveau de travail, si on veut dire, au niveau de Carole et de Steve pour d'avoir une sorte de rôle d'influence globale puis de prise de contrôle, pas juste du clan 15, mais des autres clans aussi. Bon, je finis de arriver, excusez, hein, c'est un peu compliqué. Donc, celle qui gérait le clan 15 Laurentide, c'était bel et bien la chef de clan Mélanie Brisson, une infirmière et proposée bénéficiaire. Sinon, il y avait aussi son chum Martin, je ne dirais pas le nom de famille, un débosseleur, mais il n'était pas dans la meute, il n'avait au final aucun rapport avec la meute. Alors, Mélanie Brisson a pris part au putsch aux côtés de Steve et l'a même suivi chez Carole en s'installant une tente en arrière de chez eux. D'ailleurs, comme récompense pour ses loyaux services, Steve a foutu la merde dans leur couple, etc. Là, c'est mon informateur qui continue. Il dit, je peux donc te garantir qu'elle en a très long à dire sur Steve, puisqu'elle a été malmenée très solide, c'était très intense, tout ce qu'ils lui ont fait vivre. Plus concrètement, ils se sont donc trouvés à faire pression sur elle pour qu'elle se sépare de son chum et vienne justement vivre avec eux derrière chez Carole. Donc, énormément de manipulation. Puis quand elle a repris avec son chum, ben, elle a dû lutter pour avoir son stock, pour avoir un livre ou sortir de là. Vraiment comme dans une secte là, du genre Moïse Thériault. Par la suite, comme c'était d'abord elle qui s'est occupée de la gestion des farfadans, fait qu'elle les a suivis très fidèlement et assez longtemps, et épaulée, Carole et Steve se sont fait que déjà là, vous voyez comment que ça ne tient pas la route, cette notion, prétention qu'il y avait deux chefs de clan 15 puis qui étaient un peu concurrents ou antagonistes. C'est vraiment de la grosse foutaise, right? OK? Donc, Carole et Steve se sont assurés qu'elle reste loyale en l'ayant proche et en contrôlant avec qui peut parler, comme ils savaient, bien sûr, si bien le faire. C'est comme pendant le putsch, Steve avait le contrôle, c'est mon informateur qui parle, de tous, sauf d'une page que c'était moi, qui était d'ailleurs dans les deux chats de Steve à cette époque-là. Et aïe que c'était de la manipulation. Ils ont fait, exemple, un scénario, fait de faux votes, etc. C'est ainsi passé de unanime à majorité, puis même ça, c'était un mensonge. Et un mois avant, on était tous dans une même pièce. La question a été soulevée et tous unanimement, on a donné notre confiance à Sylvain. On reparle de ce que j'ai dit tantôt. Et du moins en lui donnant le temps qu'il faut pour remettre les papiers comptables. Puis Sylvain a été sorti avant qu'il puisse les remettre. Lol. Fait que... puis là, ben, suite au putsch, ils avaient tous quitté, là, les pro-Steve, mais ils restaient quand même en même temps. Ils avaient quitté officiellement, mais ils restaient tous là à diriger. Puis là, c'était des trucs démocratiques, mais Steve disait qu'il devait être élu. Fait que c'est comme une sorte de période houleuse ou un peu une sorte de limbe, là, où est-ce qu'il décrit que ça sort.
Ça transparaissait pas dans le témoignage de Sylvain, mais tu sais qu'on voit qu'il restait comme un peu en contrôle pareil après. Là. Il y a comme une sorte de difficile passation une petite période chaotique dans la passation de pouvoir. Tu sais. Fait que oui, c'était leur truc. Steve, Carol, Mikinak et plein d'autres avaient démissionné, mais étaient toujours admin des pages de la meute et des clans. Et contrôlaient tout en douceur. C'était scripté. C'était ça, sa démocratie. Surtout que seulement ceux qui l'avaient choisi pour le chat effectif avaient en fait le droit de vote. Balbuzard, donc, pour ce qui est de ce fameux personnage mystérieux auquel Steve fait allusion dans son livre, ben, voici la réponse de mon informateur. Il dit « Salut Charles, Balbuzard, un gros inconnu, même Mélanie n'a aucune idée. S'il n'assistait pas aux rencontres de clans, surtout qu'il n'a pas été longtemps dans la meute. Donc sûrement une invention, au même titre que cette notion d'une maison de fumeurs qui incommodait les gens. Personne ne sait de qui il parle, littéralement. Peut-être tous les gens sérieux qui étaient dans la meute, tout le monde me dit « C'est quoi qui parle? » En gros, comme on peut le constater, Steve se trouve juste à adorer ça, manifestement, là, inventer des choses, des scripts, des histoires. Il faut dire que c'était à la base un poète, après tout. C'est les termes de mon informateur. D'ailleurs, ses premiers livres de poésie, ils consistaient à copier la majorité des textes. Là, c'est un mélange de copier-coller et de phrases vides. Puis son livre, c'est même pas sa vraie vie. D'ailleurs, en fait, ceux qui connaissent bien et qui lisent ça trouvent que c'est juste purement et simplement une fiction, tellement rien ne semble vrai. OK. Parlant de cette notion-là de Steve comme un poète, une sorte de fabulateur, hein, ou on peut dire même de créateur de mythologie, je ferai la transition avec d'autres informations qui m'ont été livrées par mon informateur, puis qui disent que pendant la période Farfadet, Steve était devenu une sorte de chaman. Il avait un bâton de parole et tout. Il adorait sortir le matin et le soir quand les rayons de soleil se trouvaient arriver dans un angle spécifique et supposément bien important d'après lui. Il disait alors que Dieu lui murmurait à l'oreille et lui manifestait des signes. En fait, il justifiait pas mal tout ce qu'il fait par des soi-disant signes de Dieu et prétendait d'ailleurs qu'il partageait le savoir et la parole de Dieu. Bref, comme une sorte de prophète LOL. C'est donc quand Steve et ses supporters ont quitté la meute que la secte Farfada a commencé tranquillement à se développer. Et vers la fin, il y avait déjà de 30 à 80 personnes qui vivaient dans les tentes, voitures, etc., dans la fameuse cour arrière de Carole. Leur définition d'un retour aux sources, c'était, en termes de conditions matérielles plus spécifiques, juste de l'eau froide et des toilettes improvisées. Personne n'ayant le droit d'utiliser les toilettes et douches de la maison, puisque seulement 2 ou 3 personnes étaient autorisées à y entrer pour faire la vaisselle et le ménage. Et le ménage, ça veut dire le ménage de la maison à Steve et Carole. Donc, c'était à supposer quasiment qu'ils faisaient aussi la vaisselle pour Steve et Carole, hein, comme des petits valets de service. Là. Il y avait par ailleurs une cagnotte à laquelle on demandait aux gens de contribuer, puis Steve prenait pour lui-même l'essentiel de ce cash-là. Là, j'ai une phrase un peu houleuse de mon informateur. Il dit « La plupart de ceux qui vivaient là pensaient que l'argent servait pour la viande, bière et potes qu'ils recevaient, mais c'était des donations. » Ça semble impliquer qu'il y avait quand même la viande, la bière et du pot qui étaient distribués, mais qu'en gros, évidemment, comme si c'était une business puis que Steve était le PDG puis qu'il va chercher les profits, disons qu'en gros, il se prenait pas mal de profits, justement. Un très gros plus-value. C'est donc pas exactement si surprenant que la situation globale et les conditions du pauvre monde qui vivait derrière chez Steve se tendaient pas exactement à s'améliorer, mais plutôt, bien sûr, à empirer au fil du temps. En plus, ceux qui avaient plus de cash devaient louer leur petit bout de terrain, toi. Parlant d'argent, quand il était question de dons, Steve préférait toujours le cash, ce qui a bien sûr l'avantage, encore là, de ne pas laisser ou à peu près de traces. Et, une fois de plus, c'était bien sûr et puis bien sûr, c'était, en fait, excusez, je reformule ma phrase, et bien sûr, c'était pas Steve lui-même qui allait récolter l'argent, mais plutôt un bénévole. Alors, quand c'était par exemple Pat Dupuis qui le faisait, souvent, lui, Pat, dans sa générosité habituelle, il remarquait souvent que les donateurs étaient eux-mêmes des gens très pauvres. Alors, si Jean lui disait 20$, il partait avec 20$ ou même moins. C'est ça, vous comprenez, on voit là le principe de contribution volontaire qu'on a aussi dans les ashrams
les centres de méditation, etc. Tu vas dire, combien tu penses que tu pourrais donner? Ah, je pense 20 $. Bon, ben là, lui, quand tu dis ça, je prends ça, merci, bonsoir. Mais quand c'était Balou qui récoltait, toutefois, lui, quand quelqu'un disait 20 $, il repartait avec beaucoup plus, comme par exemple des objets et de la nourriture, ou même de l'argent de plus. Tandis que pendant le convoi, là, c'est par 1000 $ que l'argent rentrait parfois. Et pour finir sur cette section au niveau de l'argent, oui, très bon résumé, Mélanie. Un des trucs qui a fait pogner la marde au sein des Farfadets, c'est pas moi qui parle, c'est lui, mon cher informateur préféré, c'est qu'il y avait un événement prévu au sein du groupe, mais Steve a alors prétendu que le groupe était trop pauvre et qui était même en fait alors de pas moins de carrément 10 000 $ dans le trou, en principe, et ce malgré tout l'argent qui se trouvait donc à rentrer continuellement. Autrement dit, autant l'argent pouvait rentrer, autant Steve pouvait se montrer chiche pour ce qui est des dépenses, ce qui t'a révélé d'autant plus clairement ce à quoi tout cet argent pouvait réellement servir, n'est-ce pas? Pourquoi Steve avait donc autant besoin d'argent? Bien, si voici d'ailleurs justement une petite hypothèse de mon cher informateur préféré qui dit, je ne sais pas si tu as écouté le live récent où il y avait Mario Roy et Papy, il parlait des parties de Farfadet où est-ce que l'alcool et la drogue coulaient à flot. Il faut comprendre que le vice de Steve, c'est la poudre. Alors, c'est peut-être pas pour rien que l'argent part vite de même. On peut par ailleurs peut-être mettre ça en parallèle avec le fait que Steve, c'est quelqu'un qui va avoir va apparemment avoir énormément emprunté de choses un peu partout, un peu à toutes sortes de monde autour de lui. Donc, notamment en termes d'outils et d'équipements. Et en tendant plus souvent qu'autrement à ne justement pas nécessairement les rendre. Oh, tiens donc, au point où ça en devient une sorte de pattern, voire même une stratégie plus qu'autre chose, n'est-ce pas? On pourrait tout aussi bien parler, rendu là, de sa tendance plus ou moins systématique à instaurer du bénévolat, plus ou moins forcé, aussi, pour ne pas dire de l'esclavage, afin de pouvoir d'autant mieux en profiter. Par exemple, pour les fins de sa compagnie Snowwood, Carol lui aurait par exemple acheté une fendeuse à bois hydraulique artisanale Harley Davidson qui levait les bûches et qui était même pourvue d'une rampe permettant de les décharger plus loin. Or, après s'en être servi un peu, puis après avoir surtout pris soin de prendre bien des photos en avant de cette belle machine, il se serait ensuite contenté de mettre un de ses amis bénévoles sur cette job-là. De même, dans le cas de son déneigement, Carole, sa pourvoyeuse favorite, lui aurait acheté plusieurs souffleuses ainsi qu'un pick-up avec une gratte, mais après avoir pris plein de photos de vidéos, Steve aurait là encore sous-traité ce contrat-là à un bénévole. Salut tactique. Pendant la COVID, il envoyait même du monde faire son épicerie à sa place, c'est vraiment un pattern définitivement, sous prétexte de de ne pas avoir à mettre de masque en raison des morgelons, pauvre petit. Lui, il ne faut pas qu'il en mette des masques, mais son commis à l'épicerie, oui, bien sûr. 2, pour ne pas être mis en contact avec les brainwashés. Et 3, pour éviter d'être contaminé par les vaccinés. Excusez, pardon. Parlant de la notion d'être un profiteur, quand Steve est entré dans la meute, il s'est vu, ça c'est très factuel, là, j'en ai parlé en live précédent, mais je redis là avec plus de détails un peu. Il s'est vu hébergé gratuitement dans le 3,5 de Jean-Claude Deguise, qui lui a même laissé son propre lit pendant des mois, puisque Steve se plaignait d'avoir mal au dos pour petit pit. De même, alors qu'à l'époque, il ne possédait littéralement que le linge qu'il peut avoir sur le dos, du moment où il a connu Carole, il s'est mis à avoir toutes sortes de stocks et d'avantages matériels qui lui ont plu sur le dos et qui ont manifestement plu tout court. Fait que, tu sais, écoutez, ça, je sais pas comment. Si vous ne l'avez pas encore vu clairement, il faut comprendre que c'est ça, là. Je pense, c'est Carole qui va l'avoir mis riche, là, en plus de tous les dons qui va avoir extorqué à tout le monde. Fait que quand on parle de profiteur et d'exploiteur, là, ça, c'est vraiment les deux façons principales. Je crois même comprendre qu'ils sont en cours présentement par rapport à des vraies histoires majeures, que je ne veux même pas parler parce que c'est en cours, puis là, j'ai un bout à se mettre dans la merde, là. Mais c'est big, là, ça, à quel point Steve va avoir matériellement tiré avantage de façon totalement indue de Carole Tardif. OK. Vous pouvez donc remarquer qu'on ne puisse manifestement pas parler ici de quelqu'un de particulièrement vaillant, n'est-ce pas? Ça ne devrait donc pas, logiquement pas vous paraître si surprenant
que ça, si je vous apprends que ceux qui l'ont vu à l'œuvre peuvent tout aussi bien témoigner du fait que, pour reprendre les termes de mon cher informateur, c'est pas un courageux Steve, aussi grand gaillard qu'il puisse être, là. Ben, imaginez-vous que, en fait, par exemple, pendant un party de la meute, il y avait eu un moment donné 3 petits antifas, si tu veux, à 300 mètres. Ben, ça a été quoi la réaction de Steve? D'aller se cacher. De même, pendant le temps des farfadas, il ne se déplaçait qu'avec 5 à 10 personnes pour assurer sa garde. Salut JC, ça va? Et selon cet informateur-là, ce serait également, et entre autres choses, pour de telles raisons de paranoïa que les farfadas ont choisi OK, je regarde ton commentaire, JC. Ah, mais désolé si mon informateur s'est trompé à cet effet-là. Donc, comme tu le dis, c'était plutôt, en fait, non pas dans un 3,5, mais vous avez été coloc à Pointe-aux-Chênes et on a loué une maison. OK, merci pour la rectification. Je ne demande pas mieux dans ce temps-là. On s'entend dessus, ça ne change pas nécessairement le fond du propos, là. Fait que c'est simple, donc, comme je disais, pour de telles raisons de paranoïa que les farfadas ont choisi d'installer leur campement dans un parking à Gatineau, lors de l'occupation d'Ottawa, afin d'ainsi se trouver à être littéralement loin de tout, hein, tandis que Steve lui-même restait apparemment dans son Winnebago le plus clair du temps. Fait que j'imagine qu'une fois que vous avez pris conscience de tout ça, salut Joanie, Vincent, ça ne devrait pas vraiment vous étonner si nous concluons, hein, en disant que pratiquement tout le monde, et n'importe qui, sauf peut-être Balou, qui va avoir côtoyé Steve l'artiste charlant de près, et avoir ainsi pu apprendre à le connaître et le découvrir pour de vrai, a invariablement fini par s'écœurer de lui. Probablement d'ailleurs qu'il y aurait eu pas mal moins de monde ainsi retomber toujours dans la même roue si plus de gens avaient parlé, comme je le fais là en ce moment. Si tout le monde n'avait pas été forcé de tout le temps réinventer la roue et retomber toujours dans le même pattern. D'où le fait qu'enfin, je sors ces choses-là, ces infos-là, avec ou sans autorisation, parce que je suis écœuré de voir des crosseurs, manipulateurs, menteurs, voleurs, comme lui, gouroutiseur, vous menez par le bout du nez. Parce que surtout, je peux bien vous traiter de ci et de ça, mais si vous ne le savez pas, c'est pas de votre faute, à quelque part. Mais là, vous le savez maintenant. Puis, mettons qu'il y a, tu vois, il y a 2-3 petits détails techniques qui ne sont pas tout à fait... Vous voyez, j'espère que là, vous voyez que c'est sur le fond de la chose, là, c'est dur. Ça serait dur de ne pas voir c'est qui Steve, c'est quoi Steve. Puis c'est quoi la patente dans tout ça, OK? Fait que là, encore là, si vous le voyez s'acoquiner avec Jean-Jacques Leroux, je veux dire, automatiquement, vous devriez vous dire, flushons donc tout ça, ce beau monde-là, parce que c'est pas du beau monde, tant que ça. Surtout si on prend en compte le fameux principe que ce qui se ressemble, ça semble. À la limite, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. Mais, juste pour finir puis conclure personnellement au niveau de la meute en tant que telle, et en reprenant en fait encore des termes à Sylvain lui-même, pensez, pour qui peut vraiment prétendre qu'on a retrouvé ou qu'on va retrouver ça avant longtemps, là, un groupe de pression citoyenne aussi organisé, qui va avoir eu autant d'impact, autant de gens de qualité d'impliqués dedans, que la meute. Ben, ce style-là, il a réussi à scraper tout ça en essayant, puis en réussissant même pas une chance, juste par son propre petit intérêt personnel, puis son propre petit ego à lui, là, d'essayer de jouer au roi de la butte, là, puis d'être calife à la place du calife, alors que clairement, il le califement pas l'affaire, le gars. Pour rien, à part faire des beaux discours. Ben là, j'espère que vous voyez que c'est criminel à plein de niveaux, ça, tout ce qu'il a fait. Mais notamment,
C'est la traîtrise, en fait, puis c'est du sabotage, c'est du sabordage. Il aurait été payé par le gouvernement pour scraper la meute. Lui, il n'aurait pas pu faire mieux. C'est qui la position contrôlée là-dedans? Si c'est pas lui. Parce que, comme je le dis si bien, comme je le dis tout le temps, on s'en fout-tu de savoir si t'es franc-maçon, si t'es payé par le gouvernement? Quand, anyway, tu fais la même job. Tu serais franc-maçon payé par le gouvernement, tu ferais pas mieux, tu ferais pas pire, tu ferais pas différemment. Puis il ose, lui, qualifier d'autres que lui de traître, de position contrôlée, puis de faux jetons, puis il ose se prétendre vrai patriote. Hey, non, mais ça, là, c'est du n'importe quoi, là. Comme j'en ai jamais vu. Ça se peut même pas. C'est hallucinant. Non, mais au pire, va te cacher dans un coin, Steve, va. Puis, remets-toi en question, puis toi, va te planter une tente en arrière d'un gourou, puis flagelle-toi à la journée longue, là. C'est ça que tu mérites. Mais d'écrire des livres, continuer à remplir de fausseté, pour continuer à voler le monde, à exploiter leur naïveté crasse, puis d'oser, toi, traiter la meute de position contrôlée sur des mensonges de menterie, mon esti. Ça n'a pas de sa place dans la société du monde demain. C'est-tu clair? Merci, salut.